clinique qui va parler d'une pathologie tumorale. Donc, le premier cas clinique, je ne sais pas si le son parvient et de bonne qualité. Donc, le premier dossier, c'est une dame âgée de 60 ans qui, depuis 2 jours, elle présente une douleur brutale de l'hypocondre droit, irradiant en hémiceinture vers le dos, la classique douleur en bretelle. Elle gêne la respiration. Ces douleurs sont calmées par l'injection d'un antispasmodique standard, Tispasfon, qui a été administré par son médecin traitant. Le lendemain, elle a toujours mal et la crise réapparaît et accompagnée cette fois-ci de frissons et de vomissements bilieux. Donc à l'interrogatoire, on retrouve les mêmes accès, le même type de crise douloureuse dans les mois qui précèdent. Et parfois avec l'apparition de jaunisse. Le malade te dit, il ne va pas te dire ictère. Donc il y avait des crises douloureuses précédemment associées à des ictères chez cette malade. Sur le plan clinique, une température à 38,9, des constantes hémodynamiques stables, il y a un ictère, il y a une sensibilité de l'hypocondre droit, il n'y avait pas de défense, pas de masse palpable, signe de Murphy positif. Par ailleurs, il n'y avait pas de lésion de grattage, pas de lésion signée d'hypertension portale. Le reste de l'examen somatique est sans anomalie. Donc, température 38,9 et ictère conjonctival. Sur le plan biologique, il y avait une hyperleucocytose, on le voit ici, aponucléaire atrophie, 16 000 de globules blancs. Le taux d'hémoglobine, c'est correct pour une femme, 12 grammes par décilitre, des plaquettes correctes, 180 000. Un TP qui commence à baisser à 55% et qui contraste avec un facteur 5 normal, à 89%. Un bilan rénal normal. On a un syndrome de cytolyse qui est discret, à 2,5 la normale à peu près. Pas de pancréatite, un taux d'hypasémie normal. Et on a une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée qui est quand même à 50 micromètres. Donc, hyperleucocytose, syndrome de cholestase avec cytolyse d'accompagnement, un TP qui commence à baisser quand même, il est à 55%. Quel est le diagnostic le plus probable à ce stade? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que c'est une hépatite aiguë? Est-ce que c'est une angiocolite par obstacle? Ou est-ce que c'est une leptospirose, une pathologie infectieuse? Alors, allez, d'autres. Angiocolite par obstacle. Très bien, dans la plupart on répond juste. Juste un mot sur la leptospirose. La leptospirose, elle peut mimer un tableau d'angiocolite. Elle peut donner ce qu'on appelle la fièvre ictéro-hémorragique. On peut avoir plus d'ictère, on peut avoir un TP qui est bas et un syndrome infectieux. Et souvent, s'y associe sur le plan biologique une perturbation du bilan rénal. Et le diagnostic, il est fait, il faut bien interroger votre malade, et c'est une pathologie infectieuse qui est due à une bactérie, du genre Leptospira, c'est des bactéries de la famille des spirochètes. Les spirochètes, et on en voit de temps en temps, en pavillon des urgences, il faut faire très attention. La contamination se fait par contact péros, via la bouche, avec un matériel ou de l'eau contaminée par les urines de rats. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous achetez des canettes d'eau gazeuse, canettes de coca, ou je ne sais pas, il faut toujours laver la partie supérieure, là où vous allez mettre vos lèvres pour boire. Parce que souvent, des gens se contaminent à cause des canettes qui ont séjourné dans des locaux, et les rats passent
sur les bouteilles d'eau gazeuses, etc. Elles font leurs besoins. C'est comme ça qu'on a certaines contaminations. Donc ici, on revient à notre malade. Le diagnostic le plus probable, c'est l'angiocolite par obstacle sur la voie biliaire principale, probablement d'origine lithiatique, vu les antécédents de la maladie. Donc ici, réponse simple, angiocolite par obstacle sur la VBP. On a la classique triade de Charcot ou de Villard, trouvée dans certains écrits. On ne l'appelle pas triade de Charcot, mais triade de Villard. Mais c'est la même. Hein. Donc c'est douleur suivie d'un syndrome infectieux et apparition des ictères, une douleur de type biliaire, bien sûr. Chez cette malade, on a la douleur qui est typique, elle dira bien bretelle. On a le syndrome infectieux, les frissons, la fièvre à 38,9, et on a des crises similaires dans l'histoire de la maladie. Sur le plan biologique, on a une hyperleucocytose, qui confirme le syndrome infectieux. On aurait pu demander, par exemple, une CRP, une procalcitonine. On a un cytoïsme modéré, une hyperbilirubinémie à prédominance directe, donc ictère cholestatique. Alors, quel est le premier examen à réaliser pour confirmer l'angiocolite ou l'obstacle, ou au moins avoir une idée sur l'obstacle? Un seul examen. On a vu déjà un cas clinique assez similaire à celui-là. Je parle des gens de l'HCA. Donc, on fait une échographie abdominale. Examen simple, reproductible, qui ne coûte pas cher, et on peut le faire sur place au pavillon des urgences. J'ai vu d'autres personnes répondre sur, par exemple, la BILIRM. La BILIRM, on ne la fait pas en première intention. En première intention, on fait d'abord une échographie abdominale. Je le dis souvent et je répète, en cas d'ictère, c'est la formule, le bilan hépatique et l'échographie abdominale. Ce sont les examens les premiers à réaliser. Donc, l'écho abdominale, elle confirme l'origine extra-hépatique en cas de dilatation en amont de quelque chose. Donc, elle peut montrer par exemple une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques ou de la voie biliaire principale. Elle va rechercher des calculs au niveau de la voie biliaire principale, mais en général, lorsqu'ils sont vraiment de gros volumes, de petits calculs, l'échographie ne peut pas les voir au niveau de la voie biliaire principale. Par contre, elle examine très bien la vésicule biliaire. Et elle peut montrer aussi une complication, par exemple, type cholécystite ou syndrome de Bérésie, etc. Bon, le scanner ou l'IRM, on va voir à peu près leurs indications. Le scanner, il voit très mal les calculs. Sa sensibilité ne dépasse pas les 60%. C'est pour ça qu'il est gardé pour la pathologie tumorale. Si on suspecte une pathologie tumorale, on va le garder pour le bilan d'extension. Ou par exemple, si vous avez une angiocolite, un problème biliaire compliqué d'abcès hépatique, là oui, on fait un scanner pour mieux caractériser les abcès, donner leur taille, la localisation, etc. Meilleur examen en cas d'abcès compliquant une angiocolite ou pour la pathologie tumorale. La cholangio-IRM, la BILIRM, elle va vous donner une véritable cartographie de tout l'arbre biliaire, de l'ampoule de la région susampulaire immédiate jusqu'aux voies biliaires intra-hépatiques, et elle va même vous montrer le canal pancréatique principal ou le canal de Wissing. Elle permet aussi de préciser la nature de l'obstacle, qu'il est lithiasique ou qu'il est tissulaire. Donc on voit ici sur l'image, je ne sais pas si vous voyez la flèche, en bas à gauche qui est arrondi, ici c'est la vésicule biliaire. À sa droite, on a la voie biliaire principale qui est allongée, on paraît un peu dilaté sur ce cliché. Ça c'est le canal hépatique commun, le canal hépatique gauche, le canal hépatique droit. Et tout à fait en bas, ici, bon c'est vrai, où il y a la flèche, on voit une petite lésion qui est vide de signal, un petit rond, une petite olive noire.
ici, vide de signal, c'est un calcul au niveau de la voie biliaire principale, hein, sur cette image d'IRM. Et ici à droite, hein, ce petit filet en forme de S, hein, il est délimité par ces petites flèches. Ici en bas, c'est le canal de Wirsung. Il y a aussi un autre examen qu'on peut faire, pas en première intention bien sûr, on le fait toujours en deuxième intention, qui est l'échoendoscopie haute biliopancréatique. C'est un excellent examen, il peut voir des lésions, par exemple des lésions tumorales infracentimétriques ou moins de 5 mm. Il peut voir des calculs moins de 4 mm, ce qu'on appelle des mini-calculs. Ils peuvent être même ratés à l'IRM. Mais ça reste un examen opérateur dépendant, c'est un examen invasif, nécessite une sédation, c'est un examen qui coûte cher. Donc on le garde vraiment pour ces indications. Alors, on revient à notre malade. À l'échographie, le foie, il est normal, la glande hépatique est normale. On a une vésicule biliaire qui est lithiasique. On a des voies biliaires intrahépatiques qui sont dilatées. Et on a une voie biliaire principale qui est dilatée à 10 mm, sans obstacle visible. Donc, à l'échographie, on ne voit pas l'obstacle. Elle est dilatée, mais on ne voit pas l'obstacle. La tête du pancréas, elle est sans anomalie. Pour un sujet qui a une vésicule en place, on tolère une voie biliaire principale à combien de millimètres? Je vous pose la question. Qui peut me répondre? Très bien, quelqu'un qui a mis 8 mm, c'est juste. Chez un patient qui a une vésicule en place, on tolère jusqu'à 8 mm pour un diamètre de la voie biliaire principale. S'il est supérieur à 8 mm, hein, c'est une VBP qui est dilatée et il faut faire d'autres examens pour voir pourquoi elle est dilatée. Il faut faire soit une cholangio-IRM ou une échoendoscopie. Et chez un patient qui n'a pas de vésicule, qui a une vésicule qui a été cholestectomisée, une vésicule opérée, on tolère jusqu'à combien de millimètres une voie biliaire principale? Est-ce que quelqu'un peut me dire? On tolère jusqu'à combien de millimètres chez un patient cholécystectomisé? Il faut savoir que chez le patient cholécystectomisé, la voie biliaire principale va devenir une sorte de siphon. Elle va s'élargir un petit peu, mais on va tolérer jusqu'à combien? Est-ce que quelqu'un peut... C'est pas 8, hein, c'est supérieur à 8, ça c'est certain. Les gens qui ont mis 12, qui dit mieux? On peut aller jusqu'à 14 mm. Donc, maximum jusqu'à 14 mm de voie biliaire principale en cas de cholestectomie. Alors, donc ici, chez notre malade, qu'est-ce qu'on fait? Chez cette malade. Donc, il y a une vésicule biliaire lithiasique, des VBIH dilatés. Hein, la voie biliaire principale, elle est dilatée à 10 mm sans obstacle visible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un scanner, on fait une IRM ou on part pour la thérapeutique? Donc, on retient l'origine lithiasique et on y va. Très bien. Donc, on fait une BIRM. On ne fait pas de scanner. Hein, on a parlé juste avant. Donc, on fait une BIRM. La VBP, elle est dilatée à 10 mm, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, 99%, c'est un calcul, mais on n'est pas certain. Alors, ici, on sort un peu du cas clinique pour énumérer les différentes causes d'obstacles extra-hépatiques. Donc, on a la pathologie tumorale, le cancer du pancréas, le cancer de la voie biliaire principale, le cholangiocarcinome, de la VPP, les ampulomes bactériens. On a des pathologies bénignes comme la cholangioschlérose primitive, c'est une hépatopathie cholestatique, hein, qui peut donner des sténoses au niveau de la voie biliaire principale. Et on a aussi les sténoses post-opératoires par brèche de la voie biliaire principale. Parfois, le chirurgien, quand il fait une cholestectomie, une autre intervention, hein, il peut blesser la voie biliaire principale et après l'intervention, ça va se fermer, ça va se sténoser et donner des rétrécissements qui peuvent être responsables
d'ictère ou même d'angiocholite. Euh, Rarement des rétrécissements de la voie biliaire principale distale où trouve l'origine de complications de la pancréatite chronique. Mais on remonte en haut, il y a les calculs, qui est le cas de notre malade, et il y a le syndrome de Mérisy. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Mérisy? Est-ce que quelqu'un peut me définir en 2 mots c'est quoi le syndrome de Mérisy? Les étiologies sont connues, pancréatite chronique, CSP, zompulome, cancer de la tête du pancréas, cholangiocarcinome. Le syndrome de Mérisy, en général, c'est un macrocalcul, c'est un gros calcul qui est enclavé dans le canal cystique et qui va comprimer la voie biliaire principale. Il va donner une sténose au niveau de la voie biliaire principale avec une dilatation en amont. Et dans le syndrome de Mérisy, on retrouve une voie biliaire principale distale qui est fine, et un macrocalcul qui va comprimer à hauteur de la convergence cystique. Le calcul, il est dans la plupart des cas enclavé dans le canal cystique, rarement dans le collet vésiculaire. Dans le syndrome de Mérisy, il est enclavé dans le canal cystique. Un macrocalcul et qui va comprimer la voie biliaire principale à ce niveau, au niveau de la convergence basse ou au niveau du canal hépatique commun. Et il va engendrer un rétrécissement de la voie biliaire principale, le ictère, voire une angiocholite, et le traitement, il est chirurgical. Alors, ici, chez notre malade, qu'est-ce qu'on fait durant les premières 24 heures? Là, on a vu, on a fait une échographie, on a fait tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un traitement ambulatoire, on programme la malade après? Est-ce qu'on part pour une CPRE? Ou est-ce qu'on hospitalise d'abord? On met en condition, on met des antibiotiques? Est-ce qu'on met de la vitamine K? Est-ce qu'on opère en urgence? Voilà, très bien. Je vois que la majorité ont bien répondu. Donc ici, on hospitalise d'abord, on réhydrate, on met des antibiotiques par voie parentérale, et on met de la vitamine K. Vous avez vu au départ que le TP, il est limite, il est à 55%. Il faut faire très attention. Et il faut préparer déjà un bilan préopératoire, une consultation d'anesthésie, et avoir un plateau technique adapté, parce que le malade va bénéficier après d'autres examens et peut-être même une intervention chirurgicale. Enfin, certainement. Alors, donc ici, on hospitalise, on met des antibiotiques, on met de la vitamine K, on l'envoie chez l'anesthésiste. Et qu'est-ce qu'on fait après? Après l'antibiothérapie, le malade est stable, le syndrome infectieux jugulé, les premières 24 heures se passent bien, on est au 2e jour, au 3e jour, on sait qu'on fait une IRM, c'est une lithiase du bas-cholédoque comme sur l'image. Qu'est-ce qu'on fait? Pas pourquoi. Donc, on fait une CPRE
Okay. Et on fait quoi après la CPRE? Donc, on fait la CPRE pour enlever le calcul. On ne va pas élargir. Hein. Bon, la sphinctéro, c'est pour élargir l'orifice, pour élargir la papille. Qu'est-ce qu'on fait après la CPRE? Très bien, cystectomie. Il faut régler le problème définitivement. Donc, après, on fait une CPRE avec sphinctérotomie endoscopique, extraction des calculs, en ballonné ou à la dormia, ce que vous voulez, et on fait après une cystectomie. Très bien, donc on passe au deuxième dossier et on va parler des tumeurs biliaires. Mastectomie, oui, au mieux par célioscopie, bien sûr. Alors, tumeur biliaire représente à peu près 3% des cancers digestifs. Et premier cancer biliaire, hein, c'est le cancer de la vésicule et la prédominance féminine. Donc, c'est le cancer biliaire le plus fréquent. Ici, quelques chiffres dans la région d'Alger, sur le registre des cancers en 2006. 4,7 par 100 000 habitants chez la femme et 2,5 par 100 000 chez l'homme. En parlant de la vésicule biliaire. Hein. Si on voit schématiquement les tumeurs biliaires, bon, tout à fait en bas, j'ai mis l'ambulance bactérien, mais plus ou moins. Hein, l'ambulance bactérien endocanalaire qui se développe au niveau du bas colédoque, on peut l'inclure, mais pour vous, pour les tumeurs biliaires, vous avez le cancer de la vésicule, le calculo-cancer, et vous avez le cholangiocarcinome avec ces trois types. Donc, il y a le cholangiocarcinome intrahépatique qui se développe sur une voie biliaire intrahépatique, voilà ce qu'on appelle cholangiocarcinome intrahépatique. Vous avez le cholangiocarcinome hilaire, central, le cancer du hile, une tumeur de Klatskin, c'est un cholangiocarcinome qui naît au niveau de la convergence. Et vous avez des cholangiocarcinomes distaux, le cholangiocarcinome de la voie biliaire principale distale. Donc, les tumeurs biliaires, vous avez le calculo-cancer ou cancer de la vésicule, et vous avez le cholangiocarcinome avec ces trois types, intrahépatique, hilaire et distal. Bon, je pense que c'est petit, ben, pas fait attention. Alors, ici, c'est un homme qui est tabagique, qui est diabétique, et il a eu une cholecystectomie il y a plusieurs années pour lithiase vésiculaire. Et il a été repris pour une CPRE, pour une lithiase de la voie biliaire principale. Donc, le monsieur a eu une cholecystectomie pour lithiase vésiculaire et il a fait une CPRE quelques années après pour une lithiase résiduelle, une lithiase de la voie biliaire principale. Depuis un moment, je pense 2 mois, il présente un ictère. Il s'est installé, donc un ictère plus truite. Et là, c'est un dermatologue qui l'a envoyé, c'est un médecin de ville. Alors, devant l'ictère, il demande un bilan biologique. Il y a un syndrome de cholestase, bilirubine élevée, gamma-GT 10 fois la normale, phosphatase 4 fois la normale. Il y a une sérologie C qui est positive. Voilà, donc une sérologie VHC positive. Donc des anticorps anti-VHC positifs. Alors, il y a des urines foncées et des selles décolorées. Ça signe l'ictère cholestatique. Il y a de l'asthénie, il y a de l'amaigrissement. Il a perdu, je pense, 6 kilos en 2 mois. Quand même, il y a un amaigrissement qui est important. Alors, l'examen clinique, il est plus ou moins normal. Il n'y a rien à l'examen physique. Donc, ce médecin vous l'envoie pour prise en charge. Dans les antécédents, quels sont les facteurs de risque de cholangiocarcinome chez ce malade? Parmi ces antécédents, quels sont les facteurs de risque? Voilà, pour vous aider, il avait 3 facteurs de risque. Bon, un facteur plus ou moins et 2 facteurs de risque. Très bien, donc il y a des gens qui ont des calculs. Les calculs, c'est la pathologie lithiasique des voies biliaires est un facteur de risque déjà de
calculo-cancer, donc le cancer de la vésicule, est un facteur de risque de cholangiocarcinome. Hein, vous avez le tabac, c'est un patient qui est tabagique, hein, deuxième facteur de risque. Et troisième facteur de risque, quelqu'un a une infection par le virus C, hein, c'est pas l'infection elle-même, mais la cirrhose. La cirrhose est un facteur de risque de cholangiocarcinome. L'obésité, c'est un facteur qui est discuté. On va voir après que c'est un peu comme le tabac, pas vraiment confirmé. Voilà. Chez lui, le tabac est un peu discuté. Par contre, l'infection par le VHC, bon, il faut suspecter une cirrhose, il faut examiner dans ce sens, il faut examiner le foie, et les calculs biliaires sont un facteur de risque de cholangiocarcinome. Diabète, obésité, un peu des facteurs de risque vraiment limités. Hein. J'ai mis en bas les autres facteurs de risque, hein, comme la cholangite sclérosante primitive. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on surveille les malades porteurs de CSP. On cherchait une complication néoplasique. On a ce qu'on appelle la maladie de Caroli, qui est une maladie kystique des voies biliaires intrahépatiques. On a les kystes du cholédoque, surtout de type 1, qui sont un facteur de risque du cholangiocarcinome. C'est le kyste du cholédoque et la maladie de Caroli, ce sont des anomalies anatomiques des voies biliaires. Hein. Maladie de Caroli, c'est voie biliaire intrahépatiques. Kyste du cholédoque, c'est la voie biliaire principale, en général distale. On a certaines affections parasitaires. Voilà, on va pas s'attarder sur ça. Alors, on revient à notre malade. Sur le plan biologique, le dermatologue avait demandé des marqueurs tumoraux. Il a demandé les CA19-9 et les ACO, l'antigène carcinome embryonnaire. On a parlé de ça déjà en détail avec quelques étudiants ce matin sur les deux marqueurs. Alors, il faut avoir à l'esprit que ce sont surtout le CA19-9 est un marqueur des tumeurs biliaires. Mais il a une faible spécificité, hein, et une faible sensibilité, surtout si associé à un ictère. Parce qu'en cas d'ictère, on peut avoir des CA19-9 qui sont élevés. Quand il est franchement élevé, supérieur à 2 fois la normale, là oui, on peut être presque certain qu'il est d'origine néoplasique. Mais moins de 2 fois la normale, il y a certains qui disent moins de 50, on peut dire moins de 2 fois, hein, il peut être élevé en cas d'ictère. Les ACE aussi peuvent être élevés en cas d'ictère, mais à un degré moindre que celui des CA19. Mais les ACE, ils ne sont pas spécifiques des tumeurs biliaires. Les ACE, on peut les voir élevés dans le cancer de l'estomac, dans le cancer colorectal, dans presque tous les cancers digestifs. Mais le CA19-9, hein, il est typique des tumeurs biliaires. On revoit ici, une sensibilité peut aller jusqu'à 80%, surtout en absence d'ictère, une spécificité assez médiocre, elle peut arriver jusqu'à 50%. À l'échographie, chez le malade, on a un foie qui est régulier, pas un foie hétérogène, un foie bosselé, pas un foie de cirrhose, une dilatation importante des voies biliaires intrahépatiques. Il n'y a pas de dilatation de la voie biliaire principale, distale, avec un syndrome tumoral hilaire. Donc il y a quelque chose au niveau hilaire, un obstacle au niveau hilaire. Le VBIH dilaté, un obstacle hilaire, c'est normal, les voies biliaires se dilatent en amont de l'obstacle, et en aval de l'obstacle, la voie biliaire principale reste de calibre normal. Alors, l'échographie, examen simple, reproductible, qui ne coûte pas cher, on peut faire à n'importe quel moment. Donc, il confirme l'obstacle et donne à peu près son niveau. Il donne des signes indirects, dilatation, un changement brusque de calibre. Une voie biliaire, par exemple, qui est dilatée. Après, paf, il y a un vide. Après, une voie biliaire qui est de calibre normal. Et rarement où elle donne des signes directs. Par exemple, elle visualise un épaississement hypoécogène, irrégulier ou une masse tumorale. C'est rare, hein, la voie biliaire principale, mais très difficile à dégager en échographie transpariétale.
Donc, l'échographie a montré un syndrome tumoral hilaire. Qu'est-ce qu'on fait comme autres examens? Pour vous aider, il y a 2 examens à faire. Alors, est-ce qu'on fait une CPRE? Est-ce qu'on fait une cholangio percutanée? Est-ce qu'on fait une TDM déjà, multiparate, multicouple? Est-ce qu'on fait un PET-CT, un PET scan? Est-ce qu'on fait une IRM, BIRM ou une échoendoscopie biopancréatique? Il y a 2 examens à faire. Il faut rester collé au malade. Alors, l'échographie a montré un syndrome tumoral hilaire. Voilà. Donc, on est dans une tumeur apparemment de la babélière principale proximale. Oh, elle est au niveau de la convergence hilaire. On a parlé déjà dans le TD, on a vu un cas clinique sur l'ampulant bactérien. On a parlé des différences entre l'IRM et l'échoendoscopie. L'échoendoscopie, c'est un examen euh, qui est excellent, qui est séduisant, mais qui garde des indications particulières. Il est parfait pour les lésions distales, pour les lésions en amont de la convergence cystique, surtout. Pour les lésions qui sont haut situées, on préfère l'IRM. C'est vrai que l'échoendoscopie, elle peut montrer des lésions hilaires, mais on préfère l'IRM. Des lésions proximales, des lésions qui sont hautes dans les voies biliaires, on préfère l'IRM. Et des lésions qui sont basses, on préfère l'échoendoscopie. La vésicule, on peut faire, oui, dans un calcul au cas, on peut peut-être faire les deux. L'échoendoscopie, on peut même piquer l'épaississement vésiculaire et avoir son histologie. Mais pour les tumeurs d'huile, on donne l'avantage à l'IRM, pas à l'échoendoscopie. Donc ici, une tumeur hilaire qui a été vue à l'échographie, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cholangio-BIRM pour la classer déjà la tumeur. C'est une tumeur d'huile, mais une certaine classification particulière, elle est donnée par l'IRM pour envoyer le malade en chirurgie. Elle va guider le geste chirurgical. Et comme deuxième temps, on est dans une pathologie tumorale, on fait une TDM. Dans le cadre du bilan d'extension, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas donner des examens juste en vrac. Ah oui, examen performant, dans l'échoendoscopie, l'IRM, c'est bon, on règle le problème. Mais on n'a pas de bilan d'extension à distance. Si vous faites une IRM en échoendoscopie, vous n'allez voir que le loco-régional, que votre tumeur, ou c'est quelque chose à côté, quelques ganglions. Mais il faut faire une TDM thoraco-abdominopelvienne dans le cadre du bilan d'extension, loco-régional et à distance. Donc ici, chez ce malade, on fait une TDM thoraco-abdominopelvienne et on fait une BIRM. La lésion, elle est proximale, elle n'est pas distale. Bon, ici, on ne va pas se répéter, échographie en première intention, BIRM, examen de choix, surtout si les lésions sont proximales. La CPRE, la cholangiographie percutanée, ils ont perdu leur place diagnostique. On fait la CPRE pour drainer ou faire par exemple des prélèvements. On l'a fait pour du thérapeutique. Elle a perdu toute sa place pour le diagnostic. Pour le diagnostic, on a l'IRM et l'échoendoscopie, ça suffit largement. Bon, le PET scan, c'est pas maintenant, c'est un examen de troisième intention. On va voir, il a une petite indication dans les tumeurs biliaires, et même dans le cancer du pancréas. TDM systématique dans le cadre du bilan d'expansion. Il ne faut jamais oublier ça. Quand vous avez une pathologie tumorale, les examens de deuxième intention, ne jamais oublier le scanner. L'échoendoscopie, c'est vrai qu'il peut montrer de petites lésions, d'autres lésions associées, mais on le garde, par exemple, si
chez ce malade, il y a un syndrome tumoral à l'échographie, vous faites la BILIRM et la BILIRM n'arrive pas à conclure, à situer, ou il y a une discordance entre, par exemple, l'IRM et l'échographie abdominale. Là, oui, hein, on fait une échoendoscopie qui va trancher. Et j'ai mis lésion distale 3+. Beaucoup mieux pour les lésions distales. Il y a d'autres techniques qui ont vu l'essor. Il y a l'échographie de contraste qu'on peut même associer à l'échoendoscopie. Donc, on injecte un produit de contraste sous forme de bulle et il va nous préciser les contours des lésions avec plus de précision. On a ce qu'on appelle la cholangioscopie ou le babyscope. C'est un petit endoscope très très fin qui est déjà jetable, qu'on introduit dans le canal opérateur d'un latéroscope, d'un duodénoscope, et qu'on fait introduire dans la voie biliaire principale via la papille, par exemple, ou même les chirurgiens peuvent l'introduire en péropératoire via une brèche de la VPP. L'essentiel, on peut, c'est un mini endoscope qui va rentrer à l'intérieur et on peut voir il y a quoi comme lésion dans la voie biliaire principale. Est-ce une sténose fibreuse ou est-ce une tumorale, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des mini-sondes, ça c'est une échoendoscopie. Il y a des mini-sondes très fines. Donc c'est une sonde qu'on introduit dans l'échoendoscope et qu'on glisse et qu'on introduit dans la papille duodénale. Et à l'intérieur, on va allumer le mode échographique pour examiner à la paroi de la voie biliaire principale, pour mieux voir l'épaississement, est-ce qu'il est irrégulier, est-ce qu'il est hypoécogène, voilà, ça les caractères de l'épaississement tumoral. Mais ça reste du domaine de la recherche dans des centres spécialisés, ne sont pas encore validés, ils n'ont pas encore, il n'y a pas de recommandation pour ça. Donc chez nous, on a une échographie, on va le scanner, on a l'échoendoscopie, l'IRM dans certains centres. Revenons au PET scan. Le PET scan, le PET-CT, ou la tomographie par émission de positons, une sorte de scintigraphie un peu spécifique. On peut l'utiliser quand on suspecte une carcinose localisée. Par exemple, si vous faites tous les examens, ça m'a l'air opérable, mais un petit doute. Par exemple, sur une carcinose, on fait soit une IRM de diffusion, par exemple le cancer du pancréas. S'il y a un petit doute, on fait une IRM de diffusion, ou on fait un PET scan, un PET-CT. Alors ici, à gauche, on a en haut les voies biliaires, intrahépatique gauche ici, droite ici. Sur les images, c'est toujours l'inverse. Ce qui est à gauche, c'est les voies biliaires droites. Ce qui est à droite, c'est les voies biliaires gauche. Donc ce qui est à gauche, c'est le foie droit. Ce qui est à droite, c'est le foie gauche. Et là, ici au milieu, il y a du vide. On ne voit pas de gadolinium ici, on ne voit pas le produit de contraste. C'est du noir, on voit du noir. Voilà. C'est ça la tumeur de Klatsky, la tumeur hilaire. Ici à droite, on la voit très bien, on voit carrément une masse tumorale. Ici au milieu, en bas c'est la voie biliaire principale, on voit ici un cordon, voilà, c'est la VPP. Et ici en haut, c'est la voie biliaire gauche, voie biliaire droite. Est-ce que vous arrivez à voir l'image et la flèche? Oui, très bien. Alors, donc l'IRM, elle va permettre de donner la classification. Donc, il est appelé classification de Bismuth. Bismuth de Corlett. Dans les services, on parle de classification de Bismuth. La classification de Bismuth, c'est très simple. Donc, soit vous avez le type 1, c'est une lésion, une tumeur qui est confinée au canal hépatique commun. Donc, elle est ici, au-dessus de la convergence cystique. Ici, c'est la convergence cystique. À gauche, ça c'est le canal cystique. Voilà, ça c'est la vésicule biliaire. Ici, c'est la voie biliaire principale distale. Voilà. Ici, c'est le pancréas, canal de Ferson. Donc voilà, la tumeur, elle est là. Elle est dans le canal hépatique commun.
et elle n'est pas encore arrivée à la convergence. Donc, elle est dans ce qu'on appelle la voie biliaire commune. C'est le type 1. Le type 2, elle envahit la convergence, donc elle est dans le canal hépatique commun, elle envahit la convergence. Voilà. On a le type 3, il y a le type 3A, donc quand elle part à droite, donc elle envahit le canal hépatique droit. Le type 3B, elle envahit le canal hépatique gauche. Et le type 4, elle envahit les deux canaux. Là, c'est simple. Devant un cholangiocarcinome, et surtout chez le cas de notre malade, je vous ai dit qu'il ne faut pas oublier d'examiner votre foie. Une sérologie VHC positive, donc il faut faire un PCR, il faut faire un bilan hépatique, voir s'il n'y a pas de cirrhose. Donc s'il y a un doute, on fait même une PDF sur le parenchyme hépatique. Bon, les autres examens, c'est en cas de signe d'appel, c'est comme dans toute la pathologie tumorale, digestive, donc IRM cérébral, scintigraphie osseuse, en cas de signe d'appel, on a vu ça dans le TD du jeudi. Imagerie thoracique abdominale, bien sûr, un scanner thoraco-abdominal pelvien systématique, et le PET scan, j'ai dit, quand on le fait surtout si on suspecte des micrométastases, ou surtout pour la carcinose localisée. S'il y a un doute, on fait un PET scan. Alors, on revient au malade, c'est une tumeur Klatskin de type 3A. 3A, ça veut dire quoi? Les gens qui ont une bonne mémoire. 3A, c'est quoi comme tumeur? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Vous ne voyez pas le curseur. Très bien, canal hépatique droit. Alors, on peut revenir à la plaque. Voilà, bon, type 4, les deux. 3B, canal hépatique gauche. Voilà, 3A, canal hépatique droit. Voilà, il n'y a pas d'argument en faveur de cirrhose, il n'y a rien sur le foie. Donc, le patient est jugé opérable. Le bilan d'extension, il est négatif. Il n'y a pas d'adénopathie, par exemple cœliaque ou à la mésentérique inférieure. Ces adénopathies loco-régionales, là, c'est une autre paire de manches. Ici, bon, on va dire bilan d'extension négatif. Il n'y a pas de ganglion, pas d'acide, pas de carcinose, rien du tout. Tumeur jugée opérable. Alors, est-ce qu'il faut avoir l'histologie ou on peut opérer sans avoir d'histologie pour ce type de tumeur? Est-ce que l'anapathe est indispensable ou est-ce qu'on peut, on peut opérer sans histologie? Indispensable. Alors, si je vois que voilà, il y a un risque d'essaimage, je vois que les avis sont partagés. Bon, si on reste théorique, si la tumeur est localisée, on n'a pas besoin d'anapathe. En théorie, on n'a pas besoin d'anapathe pour opérer une tumeur pareille quand elle est localisée, c'est-à-dire opérable. C'est comme dans les tumeurs du pancréas. Un cancer, par exemple, de la tête du pancréas, s'il est opérable, il n'y a pas d'extension vasculaire, il n'y a pas d'adénopathie, et bon, parfois c'est selon sa taille, en fonction de ce que vous suspectez comme tumeur, on ne touche pas. Même pas une biopsie une ponction de biopsie sous échoendoscopie. On ne la fait pas. On opère sans preuve histologique. Parce qu'il y a un risque d'essaimage qui est important. Si on veut faire du curatif, si la lésion est opérable, si c'est un excellent malade, on opère sans preuve histologique. S'il n'y a pas de traitement néoadjuvant que vous allez mettre, donc il n'y a pas de chimiothérapie par exemple préopératoire,
on n'a pas besoin d'un impact. Si, par exemple, votre malade doit bénéficier d'un traitement préopératoire, là oui, il faut avoir l'histologie pour savoir quelle molécule donner. Mais si votre malade n'a pas besoin de traitement préopératoire, et si le bilan d'expansion est strictement négatif, tumeur de petite taille localisée, on opère d'emblée. Ça, c'est pour les cholangiocarcinomes et pour les cancers de la tête du pancréas. J'ai mis en bas, non, sauf lorsqu'un drainage biliaire est indiqué. Par exemple, si votre malade doit bénéficier d'un drainage biliaire, si, par exemple, son ictère il est symptomatique, ou son ictère il est compliqué, là, oui, on profite, le jour de la CPRE, on fait ce qu'on appelle un cytobrossage. Donc, on introduit une petite brosse à l'intérieur de la voie biliaire principale, on va racler la tumeur pour ramener des prélèvements. C'est ça le cytobrossage. Ils ont fait un malade ce matin, CPRE. Un cytobrossage pour une sténose hilaire, une sténose ossiteuse. Donc, chez ce malade, la tumeur elle est localisée, le bilan d'extension, on a vu, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de traitement préopératoire, mais est-ce que son ictère il est symptomatique ou pas? Si quelqu'un se souvient de la première plaque à l'interrogatoire ou à l'examen, est-ce que son ictère il est symptomatique ou pas? Il présentait quoi comme symptôme, lui? Il y a de l'ictère, la bilirubine, elle est, je ne sais pas si elle était à combien, je ne me souviens pas. Voilà, très bien. Donc il y a le prurite. Voilà, donc c'est un ictère qui est symptomatique. Voilà, on doit, triade de Charcot, c'était pour le malade d'avant. Hein. Par contre, il y a le prurite. Voilà, quand il y a un prurite, il y a indication de drainage. Donc chez ce malade, avant de l'envoyer pour l'intervention chirurgicale, hein, on doit le drainer pour baisser le taux de bilirubine et pour améliorer l'ictère. Alors, donc, chez ce malade, est-ce qu'on donne un traitement préopératoire ou pas? J'ai déjà répondu à la question, non, on ne donne pas de traitement préopératoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va proposer au malade? Est-ce qu'on draine en métachirurgie après, chimiothérapie, chimioembolisation? C'est simple, là, on vient de répondre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est évident. Donc, on fait un drainage biliaire, on profite pour faire un cytobrossage, pour avoir l'histologie, et on fait une résection chirurgicale après. Alors, le malade, alors quelqu'un a mis on ne fait pas de transplantation hépatique hein, pour un foie qui est normal, la tumeur elle est en dehors du foie, hein, la tumeur elle est dans la convergence haute, elle est au niveau du hile. On ne fait pas de transplantation hépatique, hein. Il n'y a pas de cirrhose, on est tranquille, la tumeur elle est localisée, on va agir sur la tumeur. Alors, on revient, donc, le malade a été drainé et il a été envoyé en chirurgie et en péropératoire, malheureusement, on découvre une carcinome péritonéale. Carcinome, il y avait de petits nodules au niveau du péritoine, n'ont pas été vus à l'imagerie préopératoire, ni sur le scan, ni sur l'IRM. Alors, vous avez vu que parfois il y a certaines lésions qu'on peut rater sur des examens usuels. C'est pour ça que quand on suspecte, on peut faire une IRM de diffusion ou un PET scan. Donc ici, il y a de la carcinose, malheureusement, donc le patient ne peut pas être opéré, on ne va pas faire de dérivation, de gros gestes opératoires, alors que le pronostic il est mauvais. Alors qu'est-ce qu'on va lui proposer comme traitement? Ici, il y a deux réponses. Bien sûr, le chirurgien, quand il a vu la carcinose, il a prélevé, il a fait des prélèvements au niveau du péritoine et il a refermé. Donc il n'a pas touché. Alors, qu'est-ce qu'on met
C'est sûr, on ne va pas condamner le malade, on va continuer, on va s'acharner. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de la radiothérapie? Est-ce qu'on met de la chimiothérapie? Est-ce qu'on met rien du tout? Ou est-ce qu'on met un drap métallique? Ou est-ce qu'on va associer? Je vous ai dit, il y a deux réponses. Voilà, chimiothérapie, c'est certain. Il faut donner un traitement anticarcinologique. Chimiothérapie et drain. Très bien. Il y a des gens qui ont mis radiothérapie associée à la chimiothérapie. La radiothérapie n'a presque aucun intérêt dans le tumeur biliaire. Elle ne répond pas. C'est une région où il y a des vaisseaux, donc la radiothérapie vraiment ne trouve aucune place. Alors, donc chez ce malade, on va donner une chimiothérapie systémique et on va mettre un drap métallique. Avant l'intervention, lorsqu'on avait drainé le malade, ici, avant l'intervention, on met des draps ou des prothèses plastiques. Avant l'intervention, il faut toujours mettre des prothèses plastiques. Pour les calculs, par exemple, on met des prothèses plastiques. Pour les gros calculs, pour les effriter, en attendant, par exemple, de les enlever après d'autres séances, on met des prothèses plastiques. Par contre, si le malade, on est devant, par exemple, une tumeur de mauvais pronostic, ce malade ne va pas être opéré, on va mettre une prothèse définitive. On ne va pas mettre une prothèse en plastique, on va être obligé de changer à chaque fois qu'elle se bouche. Il faut la retirer, replacer une autre, ou maximum 3 mois, et il faut renouveler, faire une autre CPRE et replacer l'autre prothèse. Donc on met une prothèse biliaire métallique définitive pour les tumeurs avancées ou les malades inopérables. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les obstacles biliaires, les tumeurs biliaires? Il y a des questions, je peux répondre rapidement. Alors, il y a des questions sur les deux cas cliniques. Une zone sombre, on n'avait pas compris. On revient sur un point. Alors sur le premier cas clinique, réexpliquer la CPR. La CPR, le premier cas clinique. Attendez, je reviens au premier cas clinique. Premier cas clinique, expliquer la CPR. On revient. On revient. On revient. Je réexpliquer la CPRE à la fin au traitement. La dernière question. Voilà. Ici, on avait dit qu'est-ce qu'on fait dans les premières 24 heures. Dans les premières 24 heures, on hospitalise d'abord, on met des antibiotiques. L'angiocolite, c'est une septicémie à point de départ biliaire. Donc, il faut mettre des antibiotiques rapidement. Sinon, le malade va faire un choc septique. Il va faire un attaque de choc. Il va passer. Donc, il faut mettre des antibiotiques, réhydrater le malade, mettre de la vitamine K. Il a un TP qui commence à baisser, il était à 55%. Et après, faire une sphinctérotomie endoscopique avec la CPRE et extraire les calculs. On peut la faire en urgence dans les 48 heures. Au mieux, la faire dans les 48 heures. Mais quand on reçoit le malade, le premier objectif, c'est de gérer l'angiocolite. Bon, je n'ai pas mis les détails avant. Il faut faire des hémocultures, il faut faire une CRP, etc. Mais l'objectif numéro 1, c'est de mettre des antibiotiques. Alors, CPRE,
on va faire une sphinctérotomie endoscopique, on va couper l'orifice papillaire, hein, et on va injecter un produit de contraste pour voir le calcul où il est qu'il est dans la région distale, il est en haut, avoir une cartographie de la BPP et l'extraire, le calcul, soit avec une anse Dornia, soit on fait monter un ballonnet qu'on gonfle et on retire, en descendant, on fait redescendre le calcul avec nous dans le duodénum. Et parfois, on fait même ce qu'on appelle une dilatation du sphincter body, une macrodilatation. Donc, on dilate l'orifice papillaire pour faire sortir des gros calculs. Voilà, c'est ça. Est-ce que on l'a fait en urgence, au mieux dans les 48 heures. Est-ce que c'est clair? Très bien. Il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est terminé. Bah, je vous dis à bientôt. Ça Au revoir.